Marine Tondelier essaye des jeans. Vous vous dites, mais la pas du team aime tellement Marine Tondelier qu'ils n'en peuvent plus. Ils en sont même à la suivre dans des cabines d'essayage de fringues. Eh bien, figurez-vous que oui, car c'est la reine des noisettes. Et donc, c'est notre préférée de chez les préférés, hein, vraiment. Pourquoi on va vous parler de tout ça? Parce que actuellement, vous l'avez vu, il y a une grosse polémique sur Shein, ce grand magasin chinois qui faisait beaucoup de ventes en ligne, qui maintenant a aussi des points de vente physiques, mais qui ont fermé. Ça pose tout un tas de questions sur le commerce, l'industrie, etc. Marine Tondelier va nous parler de ça en essayant de son côté des jeans éthiques, faits en France, de bonne qualité, etc., etc. Est-ce que la solution pour la consommation de vêtements, mais aussi d'autres produits, est de demander aux gens de gentiment consommer, ou est-ce qu'il y a des questions un petit peu plus complexes politiques derrière le cas Shein et plus généralement le cas de l'industrie et particulièrement de l'industrie textile? C'est ce que nous allons regarder avec notre chère Marine Tondelier et Chris. Chris, comment ça va? Es-tu prêt à regarder Marine qui essaye des jeans? Marine, je sais plus quoi penser de ma relation avec Marine. C'est une relation d'amour-haine. Elle m'agace et en même temps, je commence à créer une relation d'affection. On devient spécialiste en jeans parce qu'on avait fait Sydney Sweeney. Autre style, autre message politique derrière les jeans aussi, hein. C'était pas exactement pareil. J'ai quand même plus d'affection pour Marine que pour Sydney Sweeney si elle assume d'extrême droite. C'est très intéressant, Shein, parce qu'on va voir aussi ce que c'est, les plateformes, etc. Des gens nous ont dit, vendre sur des plateformes, c'était être exploité en tant que prolétaire. On verra que les gens qui vendent sur Shein sont peut-être pas tout à fait les prolétaires et donc le rapport aux plateformes n'est pas un simple rapport d'exploitation. Donc avant de se lancer cette incroyable vidéo, je sais que vous avez tous envie de voir Marine en jean. Moi aussi, j'ai envie de voir Marine en jean. Mais juste avant, qu'on vous remette un peu le contexte, donc Shein, vous savez, c'est ce magasin chinois qui est une plateforme de revente qui vend aussi notamment des vêtements. Des vêtements qui sont de très mauvaise qualité. C'est ce qu'on appelle de l'ultra fast fashion avec des tissus vraiment pas terribles, mais très 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 peu chers. Et donc, il y a un engouement énorme pour acheter ces vêtements. Alors à votre avis, deux possibilités. Soit les gens sont des gens méchants qui aiment casser la planète et faire travailler les ouvriers du textile dans des conditions dégueulasses. Et donc, c'est pour ça qu'ils choisissent d'acheter chez Shein. Soit le niveau de vie des gens baisse de plus en plus et s'habiller devient extrêmement compliqué. Donc, quand vous avez un pantalon à 12 balles, ça vous arrange. Vous allez choisir peut-être entre les deux. Figurez-vous que Marine, elle a choisi. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est la réponse A. Je me permets de rajouter que la polémique Shein, elle est montée aussi à cause d'un énorme scandale qu'il y a eu sur une revente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. Un truc absolument sordide, etc. Et le fait qu'il y ait eu cette possibilité de revente a plus largement mis la lumière sur le fonctionnement de cette plateforme. Shein est très attaqué et il va falloir être un peu honnête. C'est pas que parce que c'est pas gentil d'être méchant, c'est aussi parce qu'ils sont en guerre commerciale avec d'autres vendeurs, commerçants, et notamment des grosses entreprises de commerce français. France Inter a invité il y a quelques jours le patron de Super U qui est venu dire que Shein, c'est les pires choses, il y a du camion dans les bijoux, etc. Alors que nous, on est vraiment des Alors le commerçants patron de extrêmement Super U ou l'ancien patron de Super U qui est aujourd'hui ministre? Alors, le patron de Super U actuel. D'accord. Et donc voilà, France Inter aime bien inviter des patrons, hein, figurez-vous, sur sa matinale. Et donc, ils avaient invité ce gars, où on l'entend dire les pires choses sur Shein, mais vraisemblablement pas trop se poser des questions sur le fonctionnement du commerce de nos grosses boîtes à nous. Bref. On va parler de tout ça, on va parler réindustrialisation, on va voir que Marine Tondelier se prend un peu pour Arnaud Montebourg. C'est parti. Alors moi j'adore parce que des fois on se dit notre reine elle est en difficulté, elle va se faire voler la vedette, de gens veulent sa place, mais elle est quand même incroyable, elle est quand même au-dessus du lot pour exister notre reine des noisettes. Alors elle commence, on passe beaucoup de temps à critiquer Shein et c'est mérité, mais il faut aussi parler des entreprises françaises qui se battent face à cette concurrence déloyale et qui défendent d'autres valeurs. On dirait vraiment des sujets zone interdite ou capitale sur M6. La preuve, au salon MIF Expo, avec les jeans 1083, j'en ai acheté un Smiley Jean. Tu vois, Marine, elle a quoi? Elle a mon âge. Moi, je me sens un boomer, tu vois. Mais Marine, avec elle, je me sens jamais boomer. Je pense qu'on a à peu près le même âge. Et je me sens tellement plus jeune à chaque fois. C'est significatif. Est-ce que tu as vu la petite fleur en bas à droite, Chris? Elle a rajouté ça au montage. Elle est trop forte. Cette reine des noisettes est vraiment trop forte. Allez. C'est la deuxième fois que j'essaye la taille au-dessus, mais je ne le prends vraiment pas personnellement. Donc, elle nous fait son petit truc sur les tailles de jeans. On est ici sur le stand des jeans 1083, donc c'est tout ce qu'on aime comme entreprise. On vous fera les détails dans la bio. Et bien l'avantage de ces jeans, ils coûtent plus cher, ça c'est sûr. Mais L'avantage de ces jeans, ils coûtent plus cher. C'est déjà...
C'est pas où elle va avec son truc. Je pense pour les gens, le fait qu'il coûte cher, Marine, c'est un inconvénient. Parce qu'ils n'ont pas d'excédent de monnaie à surdépenser. Attention au wording, comme on dit dans le monde de l'analyse politique. Achat là, vous ne le regretterez pas. Alors là, je suis sur stand de cette marque, il y en a plein dans le salon. Et donc, c'est des achats qui coûtent un peu plus cher, mais qui à la fin vous font gagner de l'argent et qui font bien vivre les travailleurs. Aucun enfant n'a été exploité. Un commentaire là-dessus? Est-ce qu'on a vu les salaires des travailleurs, le taux de profit, tout ça? Je sais pas. Voilà, donc apparemment 1083 a de super valeurs. Alors moi déjà, quand on me parle d'une entreprise privée et de ses valeurs, je suis toujours très 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 intéressée parce que sa valeur, c'est globalement d'être rentable financièrement, c'est son job. Après, il a dû se rendre compte qu'il y avait une petite ouverture de marché avec tout un tas de marines tondeliers qui ont envie d'acheter des jeans éthiques. Je comprends. Moi, je pourrais être la cible de ce genre de truc, tu vois. A priori, aucun enfant n'a travaillé. Alors moi, je veux bien la croire. J'aimerais bien quand même avoir le salaire des gens qui bossent pour les jeans 1083. T'as un truc qui est marrant, c'est que tu dis, moi je pourrais être la cible de ce genre de truc. Mais en fait, tout le monde est la cible de ce genre de truc. Personne n'achète des jeans en se disant, si j'ai le choix entre un jean fait par des gosses pakistanais ou par des salariés français, je prendrai toujours le jean fait par des gosses pakistanais. Au même prix. Tu vois ce que je veux dire? Il y a personne qui se dit ça. Ou alors c'est des gens qui sont pas bien. Est-ce qui va différencier que des gens achètent si c'est fabriqué par des enfants ou avec des conditions misérables comme au Vietnam, au Cambodge et tout? C'est le prix. Pour produire ce jean, il n'est pas venu du bout de la planète, il ne va pas polluer un tiers des microplastiques des océans, c'est les vêtements en polyester quand on les lave. Donc je ne vous fais pas toute la liste de ce qui ne va pas dans Shine et dans Shein, je ne sais jamais le dire, et dans plein d'autres marques qui fabriquent dans les... Dans Shai. Elle a un problème avec le rap. Elle a un problème avec Medine, elle a un problème avec la rappeuse baise Shai. Je sais pas ce qu'elle a avec le rap, Marine, mais c'est pas son truc. les mêmes usines. Mais ça, c'est du solide et ça, c'est des salariés qui ont sauvé leur entreprise, dont on est hyper fiers, qui sont en train, objectif, d'ouvrir une boutique, oui, mais une usine dans chaque région. C'est-à-dire qu'en plus, c'est des productions locales. C'est parti de la Drôme. Ouais. Ça va conquérir la France et le monde. 1083, c'est la distance entre le nord de la France et le sud de la France. Tout est fabriqué dans ce périmètre-là et vendu dans ce périmètre. Et c'est quand même la réindustrialisation, c'est ça. C'est ce modèle-là et c'est le modèle porté par 1083. Et Thomas Huliez, un patron Super. qui porte l'idée de la perma-industrie, c'est extrêmement... Alors Chris, la perma-industrie, on en pense quoi? Waouh, je le connaissais pas celui-là. Je sens qu'il tient quelque chose. Ah je ouais. sais pas ce qui c'est notre communicant là. La perma-industrie, c'est comme la permaculture, c'est toujours un petit peu fourre-tout. Et là, on est sur la perma-industrie. Je sais même pas ce qu'ils essayent de dire. Ça veut dire une industrie qui ne pollue pas, qui est permanente. Bien joué. Franchement, je dis l'équipe marketing, ils ont fait le taf. Ce qui est intéressant, je sais pas ce que c'est comme modèle 1083. Alors, elle a dit à un moment donné, ils ont sauvé leurs salariés. Est-ce que c'est une usine Scope? Je pense pas parce qu'on a parlé du patron là à l'instant. Alors écoute Chris, moi la perma-industrie, je découvre grâce à Marine Tondelier. Mais écoute, j'ai décidé d'aller sur leur site et je tombe sur la description de la perma-industrie. Alors attention. Inspiré par les mécanismes millénaires de la nature. Moi, déjà, quand il y a des gars qui disent oui, de tout temps, millénaire de la nature, incroyable, parce que tout ce qui est naturel est bon, etc. Moi, j'ai un drapeau rouge fascisme qui se lève dans ma tête. Mais continuons. La perma-industrie est un appel à réinventer notre manière de créer et produire ensemble. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est des moyens parfaitement collectivisés avec les travailleurs qui décident? Je ne suis pas sûre. On va continuer. Ces principes fondateurs nous guident vers un avenir où l'humanité et la nature prospèrent conjointement. Pour que nos activités industrielles entrent en harmonie avec les écosystèmes qui nous entourent, ce livre explore 6 principes indissociables. La création, l'interconnexion, l'adaptabilité, la circularité, la diversité et la sobriété. Alors, je suis désolée, mais ça ne veut rien dire. Découvrez comment la perma-industrie est le catalyseur d'un changement désirable à travers des exemples professionnels concrets et humains qui nous entourent. Je te jure que déjà j'ai un peu peur. Alors en fait c'est un bouquin apparemment avec 4 co-auteurs. On va regarder qui sont les co-auteurs immédiatement. Donc il y a Audrey Prat, qui est titulaire d'un diplôme d'expert en environnement et de développement durable aux mines ParisTech. Elle est directrice développement durable chez ID Kids. Je ne sais pas si ID Kids est une entreprise collectivité, mais je ne crois pas. Éric Boel. Éric Boel dirige depuis 30 ans les tissages de Charlieu, une entreprise spécialisée dans le tissage jacquard, la convection automatisée et le recyclage. Jean-Marc Bouillon, qui a cofondé Permabilis et Bforge, 2 entreprises complémentaires dans l'engagement pour la transition en cours, tant de l'industrie que des consommateurs. Et Thomas Hurier, fondateur de la marque de jeans fabriquée en France 1083, administrateur d'Origine France Garantie et de l'éco-organisme Refashion. Il est l'auteur du livre Remade en France en 2019. Donc ce sont des boutiquiers, il faut dire les choses, ce sont des gens qui montent des entreprises.
1083 étant une société par action simplifiée, hein, donc modèle capitaliste, tout ce qu'il y a de plus standard. On n'est pas chez Duralex ou chez Scopti, hein. Ça reste, comme tu dis, des boutiqueries capitalistes, quoi. Mais qui se repeignent en vert et du coup, ça leur permet de faire leur pub gratos sur le compte Twitter de Marine Tondelier. Hein. Est-ce que le jean va bien à Marine? Ça, on l'a pas vu. Alors après, moi, je vais être gentil un peu. C'est mon côté, tu sais, pro-industrie. Mon côté Agnès Pannier-Runacher. Ils se repeignent en vert. Je sais pas s'ils se repeignent en vert. Ils sont peut-être plus vertueux. Il y a des industriels et des boutiquiers plus vertueux que d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que la crise du capitalisme va vers du protectionnisme. On l'a vu à l'échelle mondiale chez Trump. Il essaye de réindustrialiser par sa puissance des droits de douane. C'est la force de l'impérialisme américain. C'est lui qui décide où se passe la production mondiale. C'est eux qui ont décidé que la production se ferait en Asie au moment du néolibéralisme. Là, ils essayent de reconcentrer. C'est plus dur de faire le sens inverse aux États-Unis, voire en Amérique du Nord, hein, Canada et Mexique, d'où le fait qu'ils veulent prendre l'ascension là-dessus. On se rend compte que l'équilibrage qui est en train de se faire entre les salaires en Chine, je rappelle hein, que les Chinois aujourd'hui ont un niveau de salaire moyen au niveau du salaire moyen de plein de pays européens. On a fait une émission sur l'économie de la Chine et des États-Unis pour expliquer pourquoi il y a ces politiques économiques de Trump. Là, on le voit, en fait, c'est une logique globale de crise du taux de profit en produisant en Chine. On a une crise du taux de profit, on a aussi une crise écologique. Et là, effectivement, il se trouve qu'on a encore des gens qui ont du pouvoir d'achat et donc on a une réindustrialisation de fait en France. Là où ça va être intéressant, c'est qu'on voit en même temps justement un abaissement, une compression des salaires, un abaissement du chômage, etc. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que si on veut continuer de maintenir du profit en fabriquant en France, en vendant en France, il va falloir revenir sur les droits sociaux qui étaient en place et qui étaient tenus par l'ordre mondial néolibéral, ce qu'on appelle l'échange inégal, le fait de pouvoir tirer extrêmement de valeur de l'économie délocalisée. Là, aujourd'hui, on voit que ce protectionnisme est connexe avec le fait de rogner des droits, retraite, les salaires, l'allocation chômage, etc. Donc moi, j'aimerais bien savoir quel est le niveau moyen des salaires de 1083, parce que là, on a juste parlé le fait qu'ils produisaient localement. Il y a encore plein d'industries locales dans ce pays, des industries qui ne sont pas forcément délocalisables, l'agroalimentaire notamment, des industries avec peu de valeur et sur lequel, par exemple, c'est un peu le problème de beaucoup d'industries où on transporte de l'air. Dans la chaîne logistique, vous pouvez fabriquer à l'extérieur des iPhones, des iPads, voire même des jeans, parce que quand vous les remplissez dans un conteneur, vous faites de la masse et le prix au kilo est intéressant. Le prix au nombre de pièces est intéressant. Quand vous transportez des paquets de chips, en fait, vous transportez beaucoup d'air. Donc, en fait, le coût de transport est très important sur le coût du prix. Donc, en fait, vous pouvez faire moins de marge. Tu as parlé de la fast fashion. Ça a historiquement permis, paradoxalement, de réindustrialiser l'Europe, en partie l'Europe de l'Est, parce que dans la fast fashion, il faut des cycles de changement de rayons très souvent, très rapides. On ne pouvait pas avoir des cycles de transport de marchandises en conteneurs via bateau si tu veux changer ton rayon tous les 15 jours ou tous les mois. Donc on a vu H&M implanter beaucoup d'usines en Roumanie. Il y a Zara aussi, même Desigual a réussi à réimplanter. C'est un peu plus cher que Zara ou voilà, mais ils ont réimplanté ça parce que ça leur permettait aussi de faire tourner plus rapidement le rayon, c'est-à-dire d'avoir des cycles de fast fashion tout en étant produit localement. Tout ça, c'est un peu du trompe-l'œil. Et en fait, Shein, là où tout le monde leur tombe dessus, bon déjà c'est chinois, donc il y a aussi, tu l'as dit tout à l'heure, une guerre occidentale contre la Chine et Trump est à l'avant-garde de ça. Et Shein, en fait, le truc c'est que c'est autre chose, ils sont toujours fabriqués en Chine, mais la Chine étant, et ça faut l'avoir en tête, le pays le plus avancé industriellement en termes de machinerie, en termes de robotique, en termes de cycle de production, c'est le pays le plus productif du monde. Les meilleures machines, les meilleures organisations de la production sont là-bas, peuvent presque fabriquer à perte. Leur avancée de ces derniers temps font que maintenant, même le coût de transport ne les impacte plus. Donc en fait, on voit une refabrication en Chine via Shein, via son hégémonie, et donc tout le monde leur tombe dessus parce que c'est à l'extérieur, c'est délocalisé et tout. On voit un vrai problème chez Shein là-dessus. Il y a eu cette polémique avec la poupée sexuelle, mais qui est en fait du marketplace. Donc c'est ça qui est intéressant, ce qu'on disait en entrée. C'est qu'en fait, c'est des gens, ils ont vendu ça chez Shein, ils auraient pu le vendre chez Amazon, cette poupée sexuelle. Je sais pas si d'ailleurs on pourrait vérifier sur Amazon si on n'en trouve pas, mais il n'y aura pas la même polémique parce qu'on n'est pas dans la guerre avec les Chinois. Donc là, vous voyez ce que c'est une plateforme de marketplace. C'est ce qu'on explique quand vous êtes sur des plateformes. Nous, on considère que Twitch est du marketplace, Amazon est du marketplace, Chine est du marketplace. Vous avez soit des individus auto-entrepreneurs, soit des petites boîtes, soit des arnaqueurs qui vendent des produits dessus et effectivement, les plateformes ont du mal ou de la mauvaise volonté à contrôler ce qu'ils vendent sur le marketplace. Ça, c'est l'aspect sur la poupée. Sur l'empreinte carbone de Chine, ils se prennent ça aujourd'hui dans la tête, ils essayent de s'implanter avec des magasins locaux. On l'a vu au BHV là, et c'est pour ça que Marine Tondelier nous en parle aujourd'hui. Ils essayent aussi de se dire, attends, on va avoir des magasins
en place pour pouvoir habituer les gens à consommer directement nos produits, s'habituer à ça. Ils se prennent l'impact du coût carbone qu'ils peuvent avoir. Donc là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que Marine Tondelier nous fait du capitalisme vert, en fait. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus. Elle nous vend là du capitalisme vert. Et puis, toujours le même truc, c'est-à-dire le changement de la production devra se faire par le changement du mode de consommation des gens. Et le changement de mode de consommation des gens se fait parce qu'ils prennent conscience dans leur tête qu'il faut consommer gentiment. Et ça, c'est vraiment ne pas comprendre. C'est-à-dire que, comme on l'a dit au départ, si les gens achètent plus Shein que 1083, c'est parce que les jeans 1083 sont à 140 balles. Et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas 140 balles à mettre dans un jean. Même s'ils savent que ça va leur durer plus longtemps, etc. En fait, là, tout de suite, ils n'ont pas 180 balles à mettre, mais 25. Même si le truc, à la fin, va durer moins longtemps et tout ça. Mais en fait, de fait, ils n'ont pas la thune ce mois-ci pour le mettre. Et ils vont pas faire un crédit conso pour acheter un jean, tu vois. En plus, c'est violent comme truc parce que tu te dis, Eh oui. les gens qui consomment à ce prix-là, ça veut dire qu'ils ont le niveau d'avoir la rotation. Toi, je sais que tu n'es pas une personne qui a beaucoup d'habits, mais des gens qui, par exemple, auraient beaucoup d'habits. C'est aussi ça qui est intéressant quand on aime la mode. Moi, tu sais que je m'en balèque. Mais en fait, l'intérêt, c'est aussi d'avoir plusieurs pièces, tu vois, que tu peux faire tourner, que tu peux changer, etc. Tu dis pas à un pauvre, bah habitue-toi à mettre tout le temps le même jean parce que t'es pauvre, quoi. C'est ça la violence, c'est de se dire, bah oui, des gens pauvres ont envie d'en avoir 4 ou 5 pour pouvoir en changer. Il y a aussi des injonctions de la société à faire ça. Et donc, des riches pourraient avoir 5-6 jeans à 140 €, pendant que les autres, faudrait qu'ils s'habituent à en avoir qu'un en disant, mais ouais, mais c'est plus vertueux, machin. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, la mode, et c'est ça aussi la fast fashion, la mode, le plaisir d'avoir plein d'habits, etc., peut être accessible à tous. Et en fait, on va renier cette liberté-là et ça va rester que un privilège pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Ben non, ça marchera jamais. C'est pas possible, en fait. Donc, la question, c'est comment on fait en sorte qu'on puisse avoir un accès à la consommation, à la diversité, à la diversification, sans que ce soit une violence et pour la planète et pour les gens, quoi. L'idée même, tu vois, de vous allez le garder longtemps, c'est une idée pour pauvres, en fait. Parce que les riches, eux, ils pourront aussi le garder longtemps, mais en avoir 5 ou 6, quoi. Moi, je trouve que c'est d'une violence absolue. Il y a de la surconsommation, c'est sûr, il faut en parler. Mais la surconsommation ne vient pas d'une survolonté de consommer des gens. Déjà, qui surconsomme, faudrait qu'on regarde. Pour surconsommer, il faut avoir du sursalaire. Personne qui n'a pas les moyens de survivre avec son salaire surconsomme. Donc, ça voudrait dire que des gens ont de l'argent en trop. On sait où ça se passe. Et cette violence-là, on peut pas la faire porter, comme tu as dit, aux consommateurs en disant c'est vous qui allez transformer l'appareil de production simplement en changeant vos habitudes, quoi. Intéressant. Si j'étais salarié, j'aimerais bien bosser pour lui. Et donc, on vient de le faire. Mais en fait, t'en sais rien, Marine, tu sais pas combien c'est payé, tu sais pas quelles sont les conditions de travail, tu sais pas quels sont les horaires. Enfin, je veux dire, le salarié, il est pas juste content de bosser parce que les valeurs de l'entreprise lui plaisent. Alors, en vrai, ça joue, tu vois. Plein de gens qui préfèrent bosser pour un truc où ils trouvent que le produit est bien. Quand t'es dans une usine et tout, bah, je pense que tu préfères produire un truc qui te semble être un truc de bonne qualité. Et tout travailleur a envie de bien travailler et de faire un travail qui est satisfaisant. Mais la vraie question que tu vas te poser, c'est est-ce que c'est en 2-8 ? Est-ce que je dois bosser mes week-ends ? Est-ce qu'il y a des primes de présence qui vont sauter si jamais j'ai un accident de travail et que je suis absent 2 jours? Il y a combien de jours de congé? C'est ça les questions que tu te poses, Marine. C'est pas l'entreprise éthique et tout. Sauf si tu es, on va dire, en grand confort dans ton rapport au marché de l'emploi, ce qui est sûrement le cas de Marine Tondelier, mais ce qui n'est pas le cas des gens qui vont se retrouver employés, ouvriers du textile, quoi. Ça, c'est pour le coup, se poser la question de la pièce, comment elle est faite, etc. Ça, pour le coup, c'est vraiment une question de consommateur, quoi. C'est pas une question de salarié. Moi, en tant que, tu vois, j'ai petite activité dans l'industrie, j'ai toujours fait en sorte de... Et je trouve que ça, c'est vraiment la mentalité communiste, de pas produire un truc que je consommerais pas. Un truc que j'aurais honte de consommer ou de faire consommer. Je pourrais pas être... dans l'industrie d'armement, par exemple, je pourrais pas être... C'est toujours compliqué, hein, parce qu'il n'y a rien de parfait, hein, en fait. Hein. Mais il y a des limites en se disant, bon, bah ça, en fait, si ça n'existait pas, ça veut dire si on arrêtait de le consommer, ce serait mieux. Bah, j'essaye de ne pas y aller. Ça veut pas dire que les gens qui sont dans l'industrie de l'armement, je leur fais porter cette responsabilité. On choisit pas non plus. On est dans certains endroits, c'est l'industrie qui est là, qui est disponible, personne n'a envie de changer de lieu de vie pour pouvoir changer de lieu de production. Mais on se pose ces questions-là. Ce qui est intéressant dans la dialectique consommateur-producteur, c'est de se dire comment on va faire en sorte que les gens, et c'est ça hein, leur résolution communiste, c'est que les gens décident de ce qu'ils produisent ensemble parce qu'ils décident de ce qu'ils veulent consommer ensemble. Est-ce que les salariés de chez 1083, les gens qui sont sur la ligne, qui font les tâches pénibles, hein. Je sais ce que c'est l'industrie du textile, les lavages, les trempages, c'est de l'encre, c'est toxique, j'aimerais bien voir les EPI, les trucs de protection. Là, c'est la médecin qui voit des TMS, là, tu vois, à qui je m'adresse. Marine dit j'adorerais être salariée là-bas. Non, Marine, pas forcément. Hein. Moi, la question, c'est je voudrais savoir, est-ce qu'ils ont, eux, accès directement à la production? Ils ont le droit à des jeans gratuits? Déjà, posez-vous ces questions-là dans toutes les boîtes. Moi, j'en ai fait plein. C'est très rare qu'on ait l'accès direct à ce qu'on produit. Il y en a qui le font, c'est très bien. C'est souvent des batailles du personnel
personnel ou des syndicats, est-ce qu'ils ont 5-6 jeans ou alors est-ce qu'ils ont les moyens de s'acheter 5-6 jeans par leur salaire? Ou est-ce que c'est réservé à des classes qui, elles, ne produisent pas ces jeans-là mais ont plus de salaire parce qu'elles travaillent par hasard pour Amazon France ou Shein France? Tu vois ce que je veux dire? Des gens en France qui produiraient ces jeans-là à 140 balles le jean, est-ce que les salariés, les intérimaires ont les moyens d'en avoir 4-5 dans leur garde-robe? Ça m'étonnerait, parce que déjà quand on a 5, ça fait déjà 900 €, soit à peu près 2/3 d'un SMIC. Et en fait, on va se retrouver avec des gens qui portent ces jeans-là, alors qu'ils travaillent pour des plateformes comme Shein France ou Amazon France. Et là, on arrive au paradoxe absolu de notre société qui justement fabrique des classes moyennes intermédiaires qui consomment des choses qu'ils ne produisent pas ou qu'ils ne font pas produire parce qu'il n'y a pas assez de valeur pour avoir des gros salaires dans cette petite TPE, PME. Et on a des producteurs de TPE, PME locales qui vont produire pour des gens qui travaillent pour des grandes plateformes concurrentes. C'est le paradoxe absolu de cette réindustrialisation qui, tant qu'elle se fera sur la bonne énergie des boutiquiers, les valeurs, la bonne idée, le concept, etc., tout ça dans le marché de la concurrence, non, tout ça, ce sera catastrophique. Ce qu'il faut faire en sorte, c'est produisons un jean démarchandisé, nationalisé, socialisé, ouvrons une entreprise de fabrication de jeans contrôlée par les travailleurs eux-mêmes, quoi. Et ça, on va aller plus loin. Il y a effectivement, on peut voir dans l'industrie, des expériences de réappropriation des usines. C'est pas parfait. Il y a des scopes qui sont très violentes à vivre. Il y a des scopes qui sont très bien. Mais on a vu, par exemple, un dernier exemple, moi je pense à Duralex, là. Qui font une levée de fonds en ce moment d'ailleurs. Et qui a explosé. Ils ont eu 5 millions en quelques heures. Enfin, c'est incroyable. Il y a une dynamique de fonds collective pour pouvoir avoir des industries, et là beaucoup plus vertueuses, détenues en scope, reprises par les ouvriers, qui tournent. Alors, je sais que tu as l'effet Duralex. Les gens veulent savoir quel âge ils ont en regardant dans le fond du verre. Bah, moi, avec mes Camille et mon mec, on fait ça. Est-ce que tu sais pourquoi il y a un numéro dans le fond? Aucune idée. En fait, c'est le numéro du moule. Pour ranger les moules et savoir s'il y a un problème dans la série, en fait, il faut que ton moule il soit marqué 27. Si tu sais qu'en fait, tu as eu un problème de casse ou de non-résistance et tout, tu sais que ton moule, il est peut-être fêlé, etc. Et tu retrouves... voilà. Bon, bref. Et donc voilà. Et là, on va aller plus loin. Il faut absolument une politique de réindustrialisation progressiste, comme tu l'as dit, qui ne dépend pas des bons vouloirs des consommateurs qui ont trop d'argent et qui ne dépend pas du bon vouloir des boutiquiers qui pensent pouvoir faire de la thune sur le capitalisme vert. Parce que, on l'a dit et redit, il y a effectivement énormément à planifier pour la transformation écologique. Si c'est pas la collectivité et des forces politiques en place progressistes qui le font, ce sera des capitalistes qui feront un billet sur la transformation écologique. C'est sûr et certain. Sur la réindustrialisation, et là on le voit, et là Marine Tondelier est la femme sandwich de ce capitalisme vert qui va fabriquer des boutiquiers français, exploiteurs de travailleurs français pour des classes privilégiées qui peuvent se payer des jeans à 140 balles, quoi. Remarquez très délicatement que ce jean, il fallait que je l'essaye maintenant une demi-taille au-dessus. Je ne le prends pas personnellement, mais il a l'air très beau, donc je vais faire ça. Et je vous dis à tout de suite. Marine Tondelier, Super, Marine. Mais voilà. en plus, tu vois, elle l'a dit, nanana, c'est pas du polyester, ça pollue pas les océans, etc., etc. Mais Marine Tondelier, c'est vraiment le niveau brosse à dents avec un manche en bambou plutôt qu'en plastique, Exactement. quoi. C'est pas possible de penser la transformation écologique comme ça, surtout vu la situation catastrophique dans laquelle on est. Et tu parlais de production collectivisée de jeans. Tu disais, faut qu'on fasse un jean nationalisé. Alors là, j'ai envie de dire, mais plein de jeans. En fait. Non, j'ai pas dit un jean, hein. J'ai dit Je sais. une usine. Je sais. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, en plus, dans la tête des gens, Mais t'as raison. particulièrement dans l'industrie du textile, tu vois, en fait, le fait de penser des productions collectivisées, nationalisées, les gens se disent, mais du coup, on va tous avoir les mêmes fringues qui vont être des fringues très basico-basiques. D'ailleurs, c'est le cas dans la majorité des fringues faites en France, éthiques, etc. C'est que des trucs très basiques, tu sais, un peu toujours les mêmes couleurs, un peu toujours les mêmes tons, un peu toujours les mêmes coupes. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, ils peuvent pas produire énormément de pièces. C'est encore un marché qui est relativement niche par rapport à tout le marché du textile en surabondance complète. Et donc, c'est des trucs très basiques et tout. Et moi, j'ai envie de faire un peu rêver les gens sur la société communiste. Mais toi, là, qui nous regarde, t'aurais aimé faire du stylisme ou de la couture et t'es pas d'une famille d'immenses bourgeois et tout. T'as pas pu faire la seule école où tu trouves du boulot là-dedans en sortant. Et du coup, t'as peut-être tenté de faire des études là-dedans et finalement, t'as dû te réorienter parce que le marché de l'emploi faisait que t'as dû aller bosser dans la restauration ou dans machin ou dans truc et tout. Toi, dans une société communiste, tu pourrais, je rappelle que nous sommes des marxistes et donc nous sommes pour la fin de la division du travail
au maximum. Et donc, tu pourrais, par exemple, je sais pas, avoir une activité du maraîchage ou du soin à la personne ou entretenir les espaces verts de ta commune. Enfin, bref, j'en sais rien. Et à côté de ça, toutes les compétences que tu as, notamment en stylisme, les idées incroyables que tu as de vêtements qui seraient pas forcément des vêtements que tout le monde porterait, tu vois, mais qui sont des trucs très stylés, très originaux, très différents, avec t'as des idées de coupes différentes, de couleurs différentes, de types de textiles que tu peux utiliser et tout. Mais dans une société communiste, en fait, tu aurais ta place dans les usines gérées par les travailleurs pour fabriquer des fringues, tu vois. Et tu aurais même une place à la couture et tu aurais une place aussi à la gestion du textile. L'idée d'une société collectivisée, ça veut pas forcément dire tous la même veste col Mao grise avec des chaussures à fermeture éclair et tout, bien qu'il y a des chaussures à fermeture éclair qui sont très jolies, ce n'est pas la question, notamment certaines bottines qui sont très belles avec des fermetures éclair. Mais ce que je veux dire, c'est que le communisme, c'est souvent vu comme la sobriété obligatoire, la décroissance. C'est parfois quand on parle d'industrie et de communisme, il y a cette idée-là. Et en fait, non, on peut rappeler que non, ça peut être l'abondance aussi. Mais après, l'abondance. C'est l'abondance. Mais oui, ça peut être l'abondance. Alors après, est-ce que si on crée des usines collectivisées, nationalisées de vêtements, on aura tous 432 jeans? Probablement que non, parce qu'on n'en aura pas besoin de 432. Il y a un très bon article sur la différence entre l'abondance et l'opulence sur Position Revue. Allez le lire. La société capitaliste, c'est l'opulence. C'est-à-dire, c'est la surabondance pour certains et le manque pour d'autres. L'abondance, c'est le fait d'avoir toujours ce dont on a besoin à tout moment. Ce dont on a besoin. Si aujourd'hui, il y a des gens qui ont des milliers de jeans, c'est que dans notre société capitaliste, la réussite passe par la démonstration de la capacité à surconsommer et à surposséder. Dans une société communiste, le plaisir d'avoir 3-4 jeans, de les changer, etc., juste pour pouvoir les porter, être bien dedans, les comparer, etc., sera beaucoup plus premier. Il n'y aura pas besoin de les suraccumuler pour montrer, regardez, j'ai l'argent de pouvoir m'en acheter 1000, de m'en acheter 10 000, etc. On pourra retrouver le plaisir lui-même de porter des vêtements et d'en avoir quelques-uns. Tu fais bien de parler de ça. Quand on veut repenser justement la société industrielle communiste relocalisée et tout, cette abondance, c'est aussi le fait de pouvoir produire ce que directement on a envie de consommer. Et c'était aussi l'écueil en fait des sociétés qui sont pris en modèle, souvent pour les décrier, de l'équipement de masse. Oui, effectivement, la RDA, après la guerre, l'URSS qui sortait de longues pénuries, etc., a produit des unités en masse, pareil pour tout le monde. Rappel, à l'époque même, dans les années 50-60, dans le monde capitaliste, les gens n'avaient pas non plus 15 jeans, ils avaient aussi 2-3 pantalons. Donc la production en masse de séries après la guerre, que ce soit en URSS ou dans le capitalisme, était la vie quotidienne des gens pour 80% des gens, 90% des gens dans le capitalisme et 100% des gens dans le monde soviétique. Le fait de pouvoir avoir une grosse garde-robe, avoir plein de trucs, etc., n'est resté qu'un privilège d'accès à la consommation que pour une toute petite minorité qui n'existait pas dans le monde soviétique, sauf pour peut-être la nomenclatura, etc., mais qui existait de manière super minoritaire dans le monde capitaliste. Donc l'idée de comparer aujourd'hui la société soviétique des années 30-50 sur il y avait qu'une paire de chaussures et 3 jeans pour la majorité des ouvriers, oui, c'était le cas aussi dans le monde capitaliste. Il faudrait le comparer aujourd'hui avec maintenant. Et aujourd'hui, on a les moyens de produire plus avec des petites unités. Et on a aussi un autre accès, c'est qu'aujourd'hui, on peut se récupérer, on en a déjà parlé, les algorithmes, la capacité de mesurer les besoins, la consommation en temps réel, c'est-à-dire à la base, ce que ne pouvait pas l'industrie planifiée qui était verticale, qui partait du haut, décidait de quel jean, combien, etc., et le planifiait ensuite. Là, on est capable d'avoir une boucle de rétroaction entre ce que veulent directement les gens et leur capacité à le produire eux-mêmes. On peut créer une société d'abondance, de plaisir, encore mieux via le communisme que via le capitalisme. Exactement, le communisme du 21e siècle fera le saisissement moelleux de vos corps, je vous le dis. Je ne sais pas si vous avez la ref. C'était Frédéric Lordon qui disait que là où le capitalisme avait gagné, c'était par le saisissement moelleux des corps. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le communisme aussi peut faire le saisissement moelleux des corps, même mieux. Avant de conclure, je vais juste mettre en avant une personne qui répond à Chine et la culpabilisation. Vous avez des chaînes qui vendent des habits. Et où des milliers de gens vont parce qu'ils ne peuvent pas s'habiller ailleurs et autrement. Vous savez tout ce qui se passe avec nos gosses, comment ils se regardent les uns les autres. Qu'est-ce que c'est le poids de la mode? C'est nous qui avons fabriqué cette société pourrie. C'est nous qui l'avons laissé arriver à ce point où on se juge d'après les fringues qu'on a. Alors, il faut assumer la responsabilité de ce que nous avons fait. Il ne faut pas disputer aux pauvres gens, aller leur faire la morale, comme je vois certains le faire. Allez leur faire la morale, parce que ça ne se passe pas comme on voudrait. Les priorités, si vous voulez que les gens puissent acheter autre chose, payez-les mieux. Pas un instant, même les habits que vous avez sur le dos ne parlent une autre langue que celle de la lutte de classe. Voilà ce qu'il faut savoir, et se rappeler tout le temps quand on parle. On ne fait pas de la politique juste avec de la morale, surtout aux pauvres.
Let's go Jean-Luc. Quand Putain, il quand est Jean-Luc- comme ça, c'est Mais oui. vraiment. Ça, le- c'est la version de Jean-Luc qu'on aime. Mais c'est vrai, tout ça est une lutte de classe, une réappropriation, et il n'y aura pas de transformation de l'appareil industriel sans réappropriation par les travailleurs. On préfère Jean-Luc qui dit ça plutôt que Manuel Bompard au MEDEF qui dit vous inquiétez pas, les carnets de commandes seront pleins, vous pouvez avoir confiance et tout. C'est ça. Non, on veut Manuel Bompard qui leur dit oui, je vous fais peur et c'est très bien, ayez peur, on va tout vous reprendre, c'est ça qu'on veut. Exactement. On n'a pas envie d'ingénieurs de HEC qui montent des boîtes éco-vertueuses ou perma-industrie. Non, ce qu'on veut, c'est cette classe industrielle, jeune, comme on le dit, révolutionnaire, racisée, etc., qui sort des études de commerce, des études d'ingénieur. Emparez-vous de l'appareil industriel tel qu'il est. Arrêtez de vouloir créer vos propres boîtes, de continuer de vous enrichir en faisant des capitaux. Enrichissez la société par vos compétences. Reprenez l'appareil industriel. Il faut que les forces politiques mesurent ça dans les programmes. Là, on a vu un Jean-Luc très en forme, mais il faut que le programme économique de la France Insoumise repasse par de la nationalisation, de la socialisation. Et c'est pas aux patrons, aux classes intermédiaires petites bourgeoises, c'est-à-dire aux petits patrons, aux PME qu'il faut donner des carnets de commandes. Ce qu'il faut, c'est donner les clés de l'appareil de production aux jeunes ingénieurs, aux salariés, aux classes intermédiaires, aux employés, aux ouvriers pour qu'ils produisent par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Exactement. Bon, sur ce les amis, il ne nous reste qu'à vous suggérer de venir participer, oui, parce qu'on veut que vous participiez à l'appareil de production, mais on veut aussi que vous nous aidiez à participer au projet pour la revue Position Revue. Position Revue va faire peau neuve. Nous avons plein de projets pour la revue de notre asso. Éditer des numéros papier, refonte complète du site, mettre le sein graphique, le beau, le merveilleux, l'unique, l'incroyable sein graphique en open source accessible à tout le monde avec une ergonomie trop bien pour que chacun puisse s'en emparer et utiliser l'outil selon ses propres besoins, à but de lutte politique bien sûr. Nous avons envie de passer les chroniques de l'exploitation en format podcast. Nous avons aussi en prévision un événement en physique courant 2026 dont nous ne pouvons pas encore vous parler mais qui va être incroyable. Nous avons encore d'autres projets qui sont en cuisine et dont on pourra vous parler dans les prochains mois. Pour pouvoir nous aider à faire tout ça, nous faisons une levée de fonds pour la revue Position Revue. Vous trouverez le lien sur le Tipeee en barre de description. Vous trouverez aussi le Tipeee de notre asso sur lequel vous pouvez soutenir la totalité du travail de l'association. Vous pouvez vous abonner à nos réseaux Insta, Twitter, aux chaînes perso. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut! C'est